Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Je suis Savita Chander et je suis directrice du développement des affaires et des relations académiques chez Prompt. À l'échelle du Québec, ma responsabilité est de soutenir les efforts de certains des plus brillants esprits de la recherche au Canada, de favoriser leur partenariat avec l'industrie et de renforcer leur rôle dans les communautés d'innovation. Basée à Québec depuis plus de 20 ans, j'ai passé plusieurs années en e-santé et technologie médicale dans les rôles diversifiés, passant d'une des plus grandes entreprises aux États-Unis jusqu'à une start-up québécoise comme cofondateur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire portant sur les expériences des chercheurs et des partenaires industriels ayant profité des programmes de Prompt à travers les années. Juste quelques mots sur l'agenda et la logistique d'aujourd'hui. D'abord, nous commençons par une introduction à Prompt par Marie-Claude Messier, notre vice-présidente de développement des affaires. Ensuite, nous avons une très belle présentation du programme PSO par Ginny Plourde, directrice de développement des affaires et du programme PSO. Et après la présentation de Ginny, j'aurai le plaisir d'animer des entrevues avec nos invités, Richard Arès, vice-doyen à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Ensuite, Harold Dumour, fondateur de l'entreprise OVA, une start-up en réalité virtuelle et réalité augmentée. Et aussi Sébastien Tremblay, professeur à l'Université Laval et directeur de l'unité mixte de recherche en sciences urbaines. Nous allons ensuite prendre vos questions et vous pouvez les insérer et les mettre en cliquant l'icône en bas de votre écran qui est le Q&A, questions-réponses. Alors, on va enchaîner. Tout d'abord, qui dit investissement, dit financement. Et je vous présente Marie-Claude Messier, vice-présidente du développement des affaires chez Prompt, qui va vous donner quelques informations sur l'écosystème en innovation en TIC. Marie-Claude est un senior de l'industrie du numérique. Elle s'occupe des rôles de a occupé des rôles de tout le spectre professionnel, de vice-présidente chez TELUS, à entrepreneur fondatrice, à vice-présidente d'une scale-up et s'est récemment joint à Prompt comme vice-présidente du développement des affaires. C'est une développeuse hors pair, une bâtisseur d'industrie et une personne des plus motivées à faire avancer l'innovation en TIC au Québec. Marie-Claude. Merci Savita pour cette belle introduction. Merci surtout à vous qui participez ce matin à notre webinaire, vous chercheurs, vous entrepreneurs, gestionnaires d'entreprises, mais tous très innovants certainement, si vous avez décidé de vous joindre à un webinaire qui a le titre de R&D collaborative. Laissez-moi commencer par vous présenter ce qu'est Prompt. D'abord, Prompt fait partie de 9 RSRI qui se partagent différents domaines technologiques et le domaine technologique ou les domaines technologiques de Prompt sont l'éthique, technologie de l'information et des communications. Que fait Prompt? Prompt fait de l'innovation, de la recherche collaborative. On fait d'abord du financement. On fait également du maillage et bien sûr de la propulsion, comme on fait aujourd'hui, propulser nos chercheurs et nos entrepreneurs, entreprises qui ont réalisé de grandes innovations par le biais de nos programmes de financement. Ici, je montre quelques exemples de programmes de financement. On parlera grandement aujourd'hui du programme de subvention aux organismes, le PSO. Alors, brièvement, ce que le PSO fait, c'est bien sûr du financement directement aux chercheurs. Ce qui est particulier au PSO aussi, c'est qu'il n'y a pas de date limite. On peut toujours déposer une demande de financement au PSO. Et ce qui est particulier au PSO et à tous nos autres programmes également, c'est que c'est de la recherche collaborative. Alors, pour que les chercheurs puissent avoir du financement, ils doivent collaborer avec des entreprises. Les autres programmes autour qu'on voit sur la page ici sont des programmes avec différents domaines technologiques précis. On parle de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de quantique, de 5G, d'info nuagique. Donc, tous ces programmes ont généralement du financement directement aux entreprises, aux entrepreneurs, aux gestionnaires d'innovation. En cybersécurité, en intelligence artificielle, toutes ces demandes-là. Ici, on finance les entreprises.
Mais généralement, on demande également, pour faire de la collaboration, on demande également à ce que les entreprises incluent des partenaires des différents chercheurs, des cégeps, des universités du Québec pour favoriser la collaboration. Quels sont les avantages pour les différentes parties prenantes impliquées dans des projets de recherche collaborative? Bien, pour l'industrie, ce que ça donne, c'est accès à des cerveaux, des chercheurs qui ont des compétences extrêmement pointues et qui sont rarement disponibles dans une entreprise, encore moins dans une PME. Alors, la possibilité d'avoir de la pertinence accrue dans notre recherche, accès à des forces de découverte. Beaucoup de groupes de chercheurs ont des grandes découvertes qu'ils peuvent partager dans le cadre de recherche collaborative et bien sûr, maximiser l'usage de l'infrastructure, c'est-à-dire avoir accès à des laboratoires de fine pointe. On va entendre aujourd'hui professeur Arès qui va nous présenter, entre autres, les facilités, les possibilités du 3IT. Avoir accès à des laboratoires comme ça, qu'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise, c'est extrêmement rare et très précieux. Pour les chercheurs, bien sûr, c'est avoir accès à d'autres sources de financement, avoir accès également à des chantiers d'intérêt pertinents pour les entreprises du Québec. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir faire des recherches, écrire des papiers et tout. C'est extrêmement intéressant également et de plus en plus pour nos chercheurs québécois d'avoir accès à des succès d'entreprise, des succès commerciaux. Alors, de pouvoir dire comme chercheur que j'ai participé à ce succès commercial, c'est recherché par nos chercheurs au Québec et bien sûr, mettre de la vitalité dans l'écosystème de l'innovation au Québec. Voilà plusieurs sous-domaines technologiques inclus dans l'éthique. On parle de UX, de 5G, on parlait tantôt de quantique, d'intelligence artificielle. Alors ici, ce qu'on veut montrer, c'est que l'éthique, c'est très large et ça implique plusieurs sous-domaines technologiques et tous ces sous-domaines sont bienvenus dans nos programmes de financement. Et enfin, on est très fiers, je suis très fière de faire partie de Prompt qui a financé 29 millions pour des valeurs totales de projets de 80 millions sur 91 projets et ça a impliqué, puis quand on parle de collaboration, on peut le voir ici, ces 91 projets ont impliqué 18 institutions de recherche, CCTT, universitaires et 115 entreprises. Alors, on voit bien ici qu'il y a plus d'entreprises que de nombre de projets et institutions. Alors, de là, la collaboration. Alors, sans plus tarder, je retourne la parole à notre animatrice Savita qui poursuivra avec les entrevues avec nos conférenciers aujourd'hui. Savita? Oui, merci Marie-Claude. Avant qu'on procède à nos entretiens, je vais présenter Ginny Claude qui va nous offrir une présentation du PSO. Et quelques mots sur Ginny. Ginny est une ambassadrice hors pair de la recherche partenariale. Tous ceux qui la connaissent apprécient sa bonne humeur, sa vivacité, son entraînement et sa motivation profonde à aider les entreprises et les PME, les entreprises et chercheurs à briller. Ginny est basée au bureau de Prompt à Québec, comme moi aussi. Elle se rend sans hésiter, en temps normal, bien sûr, aux 4 coins du Québec pour motiver tous ces acteurs à inventer ensemble le Québec de demain. Et Ginny a aussi une passion au boulot, et ça, c'est le camp techno qu'elle a contribué à démarrer pour donner la piqûre de la technologie aux jeunes d'ici. Et ça, c'est un autre exemple de son grand cœur. Ginny est directrice du programme PSO et la meilleure pour vous en parler. Ginny? Oui, alors, merci Savita. C'était des beaux mots. Alors, je me joins à l'équipe de Prompt pour vous remercier d'être là ce matin. On est plus d'une centaine à être présents. Alors, wow, j'ai un petit trac quand même. Moi, je vais vous parler effectivement du programme PSO, qui est le programme de recherche et développement collaboratif. Marie-Claude, peux-tu me changer de page, s'il vous plaît? Encore. Merci. Alors, le programme PSO, comme on l'appelle chez nous, c'est le programme de subvention aux organismes. Donc, c'est un programme qui fonctionne qui est ouvert à l'année, qui n'est pas nécessairement avec des appels à projets. On peut aller chercher du financement jusqu'à 80% là, au niveau public en allant chercher des collaborations avec le CRSNG, FRQNT ou d'autres fonds publics. C'est un programme qui demande une collaboration de une ou deux ou plusieurs entreprises jusqu'à une hauteur de 20% en espèces.
Et c'est le programme aussi le plus généreux chez Prompt. La contribution de Prompt peut aller jusqu'à un maximum de 1,5 million sur 3 ans, donc 500 000 par année. Ce qui est quand même très intéressant. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, là, dans quelques pages, comment tout ça s'articule. Alors, les critères d'un bon projet PSO présenté chez Prompt, bien évidemment, comme l'a dit Marie-Claude tout à l'heure, on est dans l'éthique. Donc, tout projet qui comporte des technologies d'information et communication peuvent être financés à travers ce programme-là. Une entreprise qui a des activités de recherche et développement au Québec, au moins une dans le projet, est importante. Ça pourrait être une autre entreprise internationale par la suite. Un projet en collaboration avec un chercheur académique. Donc, recherche académique, ça peut être un universitaire ou collégial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets avec un plafond de 500 000 par année sur 3 ans, donc à 3 ans. Et le programme PSO finance des TRL entre 1 et 6. Alors, voici quelques bons critères pour monter un projet PSO. Plus précisément, je vous ai parlé de 20 de contribution en espèces des entreprises. Alors, c'est le cas. Dépendamment du niveau de TRL du projet ou de niveau de maturité technologique en bon français, ça se dessine comme ça un montage financier. Donc, 2 entreprises et plus, 20 en espèces. La contribution du chercheur académique est dans la partie orangée. Donc, CRSNG, MITAC, FRQNT, rentre dans cette section-là jusqu'à une hauteur de 40 Ensuite de ça, la contribution de Prompt en TRL 1.3 peut aller jusqu'à un maximum de 40 4.6, sensiblement la même chose. Une entreprise, par contre, minimum seulement. Puis, on va reconnaître là, un 20 en nature, en in-kind, pour les entreprises, la contribution industrielle. Donc, c'est comme ça qu'on réussit là, en TRL 1.3 d'aller chercher 80 de fonds publics. Donc, 1,5 million, la contribution de Prompt, je l'ai dit. Un formulaire qui va beaucoup ressembler le formulaire du CRSNG. Donc, il y a beaucoup de similarités à aller chercher. Puis, on a quand même là, un comité d'évaluation qui s'occupe d'évaluer les demandes qui sont soumises là, au programme PSO en parallèle à l'évaluation du CRSNG ou autres organismes publics. Donc, à travers les 3 dernières années, le PSO a quand même contribué à plus de 53 millions en valeur totale de projets. Et j'ai fait demander les chiffres hier. Ces chiffres sont vraiment, vraiment les plus chauds qu'on pourrait avoir. Plus de 19 millions de contributions de Prompt, au-delà d'une 60aine de projets et plus d'une 50aine d'entreprises. Donc, c'est vraiment un bel impact pour le Québec. Ça, c'est des partenaires qu'on a eus industriels à travers les années. Évidemment, OVA qui vont parler un peu de ce qu'ils ont fait là, de leur côté. Je vais vous parler peut-être d'Emovi, qui est une entreprise avec une chercheuse à la TELUC et une INRS, qui a sauvé, semble-t-il, grâce à une technique de diagnostic non invasive du genou, la saison de notre super héros Laurent Duvernay-Tardy. Donc, ça peut avoir des beaux impacts, la contribution de Prompt dans un projet. IBM aussi, là, même si c'est une entreprise internationale, IBM, avec son usine de Bromont, peut participer au programme PSO. Alors, c'était tout pour moi. Je vais prendre vos questions à travers le Q&A. Alors, gênez-vous pas. Puis, un petit peu plus tard, là, on aura la possibilité d'entendre vos questions également. Alors, merci. Je redonne la parole à Sovita. Merci beaucoup, Ginny. Ginny, c'est vraiment apte. J'ai vu un commentaire dans notre chat, quelqu'un qui avait envoyé un commentaire que Ginny est maître dans la recherche et l'innovation collaborative. Et ça, c'est vrai. J'apprends beaucoup de Ginny. Et maintenant, avec la présentation de Ginny, vous avez mis la table pour nos entrevues. Juste un petit rappel, on va avoir le temps pour vos questions. Donc, vous pouvez les mettre dans la section Q&A. Il y a un icône Q&A pour poser vos questions. Et on va prendre le temps après les entretiens pour les répondre. Alors, je vais enchaîner avec nos entretiens et notre première conférencier, c'est Richard Arès. Richard Arès est devenu professeur au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke en 2003.
après un séjour de 6 ans comme membre de la division de R&D de Nortel Networks. Le professeur Arès est vice-doyen au développement à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke depuis 2014. Il est aussi membre fondateur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, autrement connu comme avec l'acronyme 3IT, et est le directeur depuis 2015. Il a aussi participé à la création de la chaîne d'innovation intégrée en numérique de l'Université de Sherbrooke, inaugurée en 2018. Et ça, c'est avec un investissement collectif de plus de 1 million de dollars, regroupant l'Institut quantique, le 3IT et le CDMI, ainsi qu'une communauté de chercheurs et de plus de 300 entreprises québécoises dans le domaine de l'infrastructure, notamment hardware, du numérique. Alors, bienvenue Richard Arès et c'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui. J'aimerais commencer avec une question juste introductive sur votre rôle en tant que vice-doyen de la faculté de génie et directeur du 3IT. Parlez-nous un peu de 3IT. Bon, mais tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup à Prompt pour l'invitation aujourd'hui. Rapidement, comme vice-doyen à la faculté de génie, je suis vice-doyen au développement. Donc, je m'occupe en collaboration avec la direction de la faculté de tout ce qui est grand projet, développement stratégique, subventions majeures, etc. Donc, je suis un peu celui qui fait pousser les idées les plus saugrenues, je dirais, à la faculté. Donc, ça, c'est pour mon poste de vice-doyen. Pour ce qui est du directeur de 3IT, 3IT est une création de l'Université de Sherbrooke qu'on a créée il y a une quinzaine d'années avec l'objectif avoué d'améliorer la collaboration universitaire avec le milieu industriel. Donc, ça tombe bien avec la thématique d'aujourd'hui. Et le 3IT, c'est une communauté d'à peu près 1000 chercheurs, soixantaine de profs, leurs équipes et leurs employés, c'est à peu près 1000 personnes, dont à peu près la moitié vivent dans un bâtiment dédié qui est complètement organisé pour faciliter la recherche collaborative. Donc, on travaille sur tous les domaines du numérique, mais comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est surtout du côté hardware, donc tout ce qui est capteur, réseau, automatisation, système embarqué, robotique, etc. Donc, tout ce qui supporte la révolution numérique, c'est un peu notre objectif. Et comme les programmes de Prompt, on s'occupe des TRL 1 à 6 de façon générale. Et c'est pour ça qu'on est intégré dans la chaîne intégrée d'innovation avec l'Institut quantique et le C2MI pour pouvoir supporter l'écosystème industriel dans leur développement à tous les niveaux technologiques jusqu'à la production de masse et la commercialisation. Ah, c'est super. Donc, vous couvrez vraiment les échelles que nous, on voit aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on met l'innovation à l'avant. Mais j'aimerais poser une autre question, c'est pourquoi, juste pour expliquer, pourquoi faire de la recherche collaborative? Ben, tout d'abord, je pense que si on se documente un peu, on réalise que c'est documenté depuis plusieurs années. Le Canada et le Québec en particulier accusent un retard de développement au niveau technologique de pointe par rapport aux autres grandes puissances économiques du monde. Il y a un enjeu de transfert technologique, il y a un enjeu de contenu technologique dans l'industrie en général. Donc, c'est un des mandats de l'université d'appuyer la communauté. Donc, on doit développer un écosystème, une relation entre l'université et l'entreprise qui est plus efficace. On doit s'améliorer. Donc, depuis une quinzaine d'années, chez nous, c'est ce qu'on vise, à améliorer la relation. Donc, déjà, du point de vue de développement social et économique, on doit s'y attarder. Et deuxièmement, pour ce qui est des chercheurs et des différents intervenants, c'est très, très gratifiant pour ceux qui cherchent à faire des travaux qui vont avoir un impact tangible sur le terrain, qu'on peut mesurer, qu'on peut voir. Et ça, comme chercheur, quand je pose des questions à mes collègues et je partage avec eux le même point de vue, c'est un niveau de satisfaction très intéressant. Donc, la recherche collaborative, la recherche appliquée a ses propres défis, mais beaucoup, beaucoup de bons côtés quand on s'y applique. Excellent. Et est-ce que vous avez un exemple dans Success Story, une histoire succès pour cela?
En fait, on en a beaucoup, mais celle qui me vient et qui est le plus actuelle, je dirais, c'est un projet qui a été lancé il y a 4 ou 5 ans, en fait, peut-être un peu plus, 2014 à peu près, qui était une initiative avec Teledyne d'ALSA et les chercheurs du 3IT, ainsi que des collaborateurs de Montréal à la Polytechnique et à l'INRS, pour développer une nouvelle technologie qui était sur le plan stratégique de Teledyne, ce qui n'est pas standard que les entreprises nous soumettent des problématiques qui sont sur leur trajet critique, je dirais, pour le développement. Ils ont pris un grand risque, ils ont mis beaucoup d'investissements. Prompt faisait partie des partenaires pour le financement du projet. Et évidemment, ça a été un grand défi, ça a duré 4 ans. Les chercheurs ont dû s'adapter, se comprendre, travailler efficacement ensemble. Ça a pris une certaine période d'adaptation. Mais comme le dit le PDG d'ALSA, Claude Jean, il a pu assister un jour au moment où les chercheurs académiques et industriels ont commencé à réfléchir ensemble parce que lui-même disait qu'il ne pouvait plus faire la différence entre les employés de Teledyne et les chercheurs universitaires. Et en bout de course, ça a donné une expertise que Teledyne possède et qui est unique au monde et maintenant qui fait partie de ses produits et qui a changé son parcours stratégique. Et au passage, ils ont embauché, je pense, 8 ou 9 des gradués du projet. Donc, il y a eu un canal d'emploi de haut niveau qui s'est créé. Donc, ça a été bon sur tous les niveaux et le groupe a gagné le prix Synergie CRSNG en 2019 pour justement une belle histoire par rapport à l'entreprise. Ah, ça, c'est super. Donc, il y a vraiment des avantages pour les chercheurs et pour les entreprises. C'est une belle histoire. Je vais poser une dernière question. Ce que j'aimerais savoir, je pense que notre audience voulait savoir aussi, c'est votre avis sur les éléments clés de succès de la collaboration lors de la préparation de la demande de financement, mais aussi lors de la réalisation du projet. Mais je dirais, il y a déjà eu une étude de MIT qui a été faite là-dessus. Pour qu'une collaboration fonctionne bien, tout d'abord auprès des intervenants, les chercheurs et les industriels, ça prend un niveau d'engagement important. Donc, si on fait le travail un peu avec un demi-effort, on s'occupe de nos propres intérêts, mais pas vraiment les intérêts du projet, ça marche rarement. Donc, ça prend un engagement des chercheurs, ça prend un engagement explicite de l'entreprise autour du projet. Et ensuite, ça prend de la communication. Donc, il faut pouvoir bien se comprendre, établir les objectifs et les attentes et pour pouvoir bien fonctionner et éviter les déceptions et aussi bien comprendre la réalité des deux côtés, du chercheur académique et de l'industriel. Du côté du financement, et c'est là que Prompt intervient et je pense que c'est très important, c'est de pouvoir réussir à faire un financement et d'avoir de la part des organismes une collaboration et une flexibilité importante. Et je pense que c'est une des forces de Prompt, c'est que plutôt que d'essayer de s'ajouter et d'imposer des règles en plus des autres qu'on doit vivre avec toutes les autres sources de financement, Prompt a la bonne attitude d'être complémentaire et de pouvoir s'accrocher à l'ensemble du financement. Et ça aide beaucoup, que ce soit pour la reddition de comptes ou pour la rédaction. On a une collaboration. Ce qu'on apprécie beaucoup aussi, c'est que Prompt n'est pas là simplement comme un arbitre, mais comme un collaborateur pour développer les projets. Et ça, c'est très utile au niveau des étapes préliminaires, je dirais, quand on monte un projet. Excellent, c'est bien apprécié de s'entendre qu'on est là pour collaborer et c'est ça qu'on promouvoir, c'est ça qu'on vive, c'est ça qu'on essaie, mais je suis contente d'entendre, c'est ça qu'on réussit à faire en même temps. Merci beaucoup, Richard Arès, c'est très utile comme conseil et aussi d'entendre votre parcours. Et pour les gens dans l'audience, n'hésitez pas de nous contacter. On est capable de vous mettre, surtout des entreprises, on est capable de vous mettre en contact avec les chercheurs comme Richard Arès et d'autres, et Sébastien Tremblay dans notre réseau. Et merci beaucoup, Richard. Merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Excellent. Alors, maintenant, on enchaîne avec notre deuxième entretien. C'est avec Harold Dumour.
Harold reçoit en 2011 son baccalauréat en génie industriel de l'Université Laval. En 2014, il a fondé la compagnie OVA, qui développe des produits liés à la réalité virtuelle et augmentée. Sa compagnie ne cesse pas d'accumuler des prix et des distinctions, incluant de remporter le prix de la meilleure start-up au sommet des jeunes entrepreneurs du G20 à Pékin en 2016. Et en 2017, il a présenté sa plateforme StellarX au Consumer Electronics Show de Las Vegas et au South by Southwest de Austin, au Texas. StellarX permet de créer pratiquement en un tour de main des environnements immersifs et ce, sans posséder des connaissances approfondies en programmation. Bienvenue, Harold Dumour. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. D'abord, juste pour vous présenter OVA, peut-être vous pouvez parler de qu'est-ce que vous faites chez OVA? Tout d'abord, merci de l'invitation, puis bon jeudi à tout le monde. J'aimerais être en possibilité de vous voir tous chez vous. Je vous imagine en habit, bien sérieux. Moi, je suis dans mon, je pense que c'est un F-35, mais je ne suis pas sûr, peut-être un F-22. Bref, pour ceux qui ont la caméra vidéo. Pour répondre à la question, ce qu'on fait chez OVA, c'est un peu expliqué. Dans le fond, je ne sais pas si le monde connaisse le jeu Minecraft ou sinon les blocs Lego. C'est un peu le bloc Lego de la réalité virtuelle et augmentée. On veut que monsieur, madame, tout le monde, des non-programmeurs, mais surtout des non-pro-users, des non-pro-utilisateurs, puissent créer par eux-mêmes leurs propres environnements immersifs à partir de simples objets tridimensionnels. Donc, on veut rendre accessible et démocratiser la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, voilà notre mission. Super, super. Ça, c'est une très belle introduction. J'aime bien l'analogie avec Minecraft. Ça s'explique très, très bien. Parlez-nous un peu de votre projet collaboratif. Comment, par exemple, il a débuté? Oui, c'est une excellente question, on va dire. C'était fait un peu, tu sais, comme en affaires, en ce temps, une question d'opportunité, de timing en bon français. Puis je dirais que c'est un peu le mélange de tout ça où on a fait la rencontre du professeur Sébastien Tremblay, qu'on entendra un peu plus tard, pour parler un peu plus en détail du projet collaboratif. Donc, c'est sûr que le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, c'est un nouveau domaine. Donc, le chemin, parce que surtout en 2014, 2015, 2016, il était encore beaucoup à tracer. Là, on voit une bâtisse en feu avec un camion de pompiers. Le premier projet qu'on a travaillé avec l'équipe de Sébastien, c'était alentour de cette charge cognitive qui peut être impliquée sur un utilisateur dans un nouvel espace spatial, qui est la réalité virtuelle, puis comment cet utilisateur-là va réagir en collaboration aussi avec d'autres. Parce que dans le domaine du connu, qui est comment on travaille aujourd'hui, qui est l'interface 2D, nos écrans, toutes les bonnes pratiques sont déjà définies. Les bonnes pratiques du futur, puis on s'entend, le futur, c'est maintenant, la réalité virtuelle va prendre encore plus d'importance, je crois, avec les gens qui doivent travailler à distance. Ces bonnes pratiques-là sont à être écrites. Puis la collaboration avec l'Université Laval nous a vraiment aidé, non seulement à les écrire, mais aussi à les évaluer, à voir si vraiment on était dans la bonne direction sur ce nouveau chemin. OK, donc c'est vraiment d'implanter les bonnes pratiques. Ça, c'est essentiel, surtout pour une technologie, une émergence comme les réalités virtuelles, la réalité augmentée. C'est très intéressant. Donc, on voit vraiment l'importance d'implication des chercheurs dans votre entreprise, dans votre projet. Surtout, juste dire là-dessus, surtout, tu sais, si on fait un imprime écran puis on veut rajouter une flèche sur un dessin, la première chose qu'on va utiliser, c'est soit Snagit ou Paint, par exemple. Mais très rarement, les gens vont aller dans Photoshop parce que Photoshop, c'est un logiciel fait pour les utilisateurs professionnels. Pour ajouter une simple flèche, ça va être très compliqué, je dirais, pour ma part. Nous, on voulait que notre utilisateur soit vraiment apte à utiliser StellarX, mais avec de simples outils. Puis ça, la collaboration avec l'Université Laval nous a aidé à voir et analyser si cette simplicité-là était bien présente. Donc, aussi facile d'utiliser que Snagit
à la place de Adobe Photoshop. Exactement. Super. Si je peux me permettre la métaphore. Oui, c'est ça. C'est excellent. Donc, on voit vraiment un potentiel d'explosif du marché. J'ai une autre question pour vous. Vous avez fait cette collaboration-là et le projet va bien. J'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi la chose qu'une entreprise doit absolument faire pour avoir un projet de recherche collaborative qui réussit à rencontrer ses objectifs et qui aide l'entreprise à grandir? Oui, c'est sûr. Puis ensuite, on viendra sur la place de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Oui. Il y a deux choses. C'est que la mission de l'entreprise doit coller sur la mission aussi que la personne de l'autre côté dans l'université avec laquelle on collabore. Il ne faut pas que le projet soit forcé. Il faut que, parce que nous, on a des besoins d'affaires en tant qu'entrepreneur. On veut à la fin de la journée créer de l'emploi, créer aussi du revenu. Donc, comment faire en sorte que le risque qui va être comblé par de la R&D faite surtout en collaboration avec l'université et la mission de l'entreprise soient les deux en accord. Puis, je dirais que c'est là que les objectifs vont être à succès. Il ne faut pas faire de quoi pour fitter dans les prérequis que Prompt ou autres domaines exigeraient. Il faut avant tout valider que ça fait du sens pour notre direction. Puis, une fois que ça, c'est bien validé, là, le projet va fonctionner. C'est certain que les objectifs vont être rencontrés. Excellent. C'est ça aussi qu'on vise à faire avec les projets. C'est vraiment assurer qu'il y a un bon fit. J'ai une autre question pour vous parce que vous êtes en train de travailler sur des projets d'intelligence artificielle avec votre plateforme. Peut-être parlez-nous un peu de comment on va percevoir la place de intelligence artificielle dans les prochaines années. Oui, dans le fond, c'est le sujet de l'heure en ce moment, l'intelligence artificielle. Puis je pense que c'est le sujet de l'heure parce que c'est un domaine qui est très horizontal, donc qui peut être appliqué à plusieurs verticales. En ce moment, nous, personnellement, ça nous aide beaucoup pour aider à co-créer avec l'être humain. C'est-à-dire que c'est un effort de mettre des objets tridimensionnels sur une scène. C'est un effort physique, c'est un effort mental aussi, la créativité. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est avec l'avenue des jumeaux digitaux qui nous permettent d'avoir une réplication d'un objet réel. Ça nous fait en sorte qu'on va avoir une plus grande bibliothèque d'objets tridimensionnels. Cette bibliothèque-là va venir immense. Comment faire en sorte que l'idée ou l'objet qu'on recherche nous apparaisse le plus rapidement possible? Donc, là-dedans, on inclut du NLP, Natural Language Processing, où on va pouvoir parler pour commander à faire apparaître l'objet. On inclut aussi du Computer Vision pour pouvoir faire en sorte de détecter quel objet est là puis quel objet serait subséquent à l'objet déjà placé. Donc, nous, c'est comme ça qu'on voit la place directement dans le domaine d'affaires. Mais je pense que dépendamment de la verticale, il y aura d'autres besoins appliqués de l'intelligence artificielle parce que c'est très horizontal. Intéressant, intéressant. Donc, on voit vraiment la place ici d'intelligence artificielle, mais aussi c'est pour vous comment ça pourrait avoir un appui dans votre projet. Très, très intéressant. Et aussi, merci. J'ai vraiment aimé vos conseils. Ils sont très solides. Vous avez bien expliqué le parcours d'une entreprise dans un projet de recherche collaboratif. Je vous remercie vraiment pour ça. Parfait, merci. Merci Harold. Merci. Maintenant, on a aussi maintenant de l'autre côté du projet avec Sébastien Tremblay. Sébastien Tremblay a obtenu son doctorat en psychologie à l'Université de Cardiff et a complété une bourse postdoctorale dans le cadre d'un partenariat entre Cardiff et l'Agence d'évaluation et de recherche de la défense. Il est présentement professeur à l'Université Laval, membre fondateur du laboratoire CODOT, professeur honoraire à l'Université de Cardiff au Royaume-Uni et directeur de l'unité mixte de recherche en sciences urbaines, qui est un consortium de partenaires académiques, industriels et gouvernementaux s'associant dans une initiative de R&D commune pour créer des solutions innovantes et intelligentes aux nouveaux défis des villes. Son programme de recherche est centré sur les interactions humaines avec les technologies et l'objectif principal est d'optimiser les performances humaines
et la qualité de la vie dans un large éventail de domaines tels que la sécurité, les transports, les médecines d'urgence, l'éducation et le divertissement. Bienvenue, Sébastien Tremblay. Bonjour, merci. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vais juste commencer par poser une question. UMR-SU, l'unité mixte de recherche en sciences urbaines, parlez-nous de ce centre. Qu'est-ce que vous faites? Combien de projets en cours? Oui, le modèle des unités mixtes de recherche, essentiellement, c'est de capitaliser sur la mixité. Donc, vraiment, de favoriser la synergie interdisciplinaire et plurisectorielle. Donc, ça veut dire, pour nous, c'est de maximiser la collaboration entre les secteurs, le secteur de l'industrie, les administrations publiques comme les villes ou les ministères, et puis le monde académique, que ce soit, c'est basé, on est à l'Université Laval, mais aussi avec d'autres universités, et la participation de plusieurs centres collégiales de transfert des technologies. Donc, vraiment, à l'essence, à la base, c'est la mixité qui, pour nous, est vraiment le vecteur d'innovation pour propulser l'innovation. Les projets, oui, on a plusieurs projets, plusieurs chercheurs de l'Université Laval et, comme j'ai dit, de d'autres partenaires. Plusieurs projets qui sont en lien avec la R&D de systèmes adaptatifs, relation entre nouvelles technologies et travail humain, qui rejoint aussi mon expertise comme chercheur. Donc, beaucoup d'innovation technologique, mais selon une perspective humaine. Quelque chose qui est, je trouvais intéressant en repensant quand j'ai eu l'invitation de Prompt, c'est que je pense que ça remonte à déjà loin, mais 2007 ou 2006, j'étais le premier chercheur pas en génie qui recevait une subvention Prompt. C'était la première fois que une faculté de sciences sociales recevait un financement Prompt. Et puis, ça a évolué beaucoup depuis ce temps-là. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, surtout en haute technologie, puis avec les exemples qu'a donné Harold, c'est devenu clair que la perspective humaine, les facteurs humains sont essentiels pour développer une nouvelle technologie. Il y a eu tantôt une question par rapport à la robotique. La robotique sociale est un domaine en émergence également. C'est exactement ça que j'ai vu aussi. C'est les projets interdisciplinaires, même au-delà des sciences naturelles qui sont vraiment... Ça fait partie de notre avenir de considérer ces enjeux aujourd'hui. Excellent point. Puis, oui. À cela aussi, l'aspect plurisectoriel, c'est important parce qu'il y a la collaboration avec l'entreprise, les chercheurs, mais aussi d'essayer d'inclure tout le temps les futurs ou les utilisateurs. Donc, l'exemple tantôt avec OVA, c'était pour une formation à l'interopérabilité entre pompiers et policiers. Donc, on a travaillé aussi avec des gens du service de police de la Ville de Québec et service pompier également. Excellent, excellent. J'ai une autre question pour vous, c'est que vous faites plusieurs types de recherches, évidemment, avec des partenaires différents de partout, et c'est financé par les organismes différents aussi. Et pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Prompt? Bien, je dirais, j'aborde dans le même sens que mon collègue Richard Arès tout à l'heure, l'accompagnement, vraiment l'accompagnement et la flexibilité. Accompagnement, je dirais concrètement, c'est les itérations, le maillage, la recommandation. Comme chercheur, nous sommes habitués avec les concours CRSH ou CRSNG, IRSC ou encore avec les fonds du Québec et FRQ. Et puis, il y a un concours, il y a une date fixe, on a l'information et puis on soumet, on se croise les doigts pendant 6 mois et on reçoit une évaluation. Alors qu'avec Prompt, ça permet d'ajouter, d'avoir un effet levier, peut-être de compléter un partenariat avec votre connaissance de l'écosystème au Québec
et surtout de peut-être vous envoyer les premières versions ou de faire valider un budget et de vraiment travailler ensemble avec vous, là. C'est ça notre objectif. C'est pas juste de vous donner le formulaire pour remplir et nous, ensuite, on va l'acheminer au MEI. C'est vraiment de vous accompagner. C'est ça qu'on vise à faire. Et c'est ça Oui, que bien, ensemble, Ginny de fait. s'assurer Oui, que ça. ce soit une demande gagnante, là. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Excellent. Une dernière question pour vous. J'aimerais que vous parlez, peut-être dévoiler vos secrets pour des projets réussis. C'est qu'est-ce que l'entreprise doit faire et qu'est-ce que le chercheur doit faire? Ben, secret, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette secrète. On veut, au contraire, diffuser la recette et la partager, mais il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés, autant par Harold que Richard tout à l'heure, mais je crois vraiment que d'aligner les cycles et les attentes entre le cycle de R&D puis le cycle de commercialisation et de développement de l'entreprise. Gestion des attentes, donc dès le départ, bien s'entendre sur les objectifs de réalisation, que ce soit dans une terminologie plus d'entreprise ou d'administration publique comme des livrables ou pour un chercheur comme des publications et des tests, mais de s'assurer qu'on s'entend sur le parcours puis les objectifs. Je dirais aussi de peut-être, surtout quand on veut faire un effet levier avec des fonds fédéraux, que ce soit CRSNG ou CRSH, c'est de peut-être voir le projet comme plutôt un programme d'innovation, puis pour lequel il y a un bloc CRSNG, il y a un sous-projet qui est prompt et peut-être aussi pour d'autres types de collaboration ou de financement. Puis je pense que la recette est à peu près la même que ce soit une TPE, PME ou une grande entreprise de mon expérience. C'est beaucoup de s'assurer de bien identifier les bénéfices mutuels et puis aussi l'implication qu'on a bien identifiée parce qu'il faut quand même la préparer et la rédiger, la demande de financement. Donc, je crois que un des éléments clés, c'est que tout le monde connaît son rôle et tout le monde participe. Et puis que la contribution de l'entreprise ne soit pas juste une commandite, mais vraiment une participation collaborative au projet. Excellent, excellent. C'est ça qu'on vise. On parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui de la collaboration et c'est évident que c'est nécessaire à partir du début jusqu'à la fin. C'est un élément intégral. Alors, c'est des bons conseils également. J'aime bien que c'est même peut-être pas nécessairement des secrets, mais j'aime bien que vous avez partagé vos expériences et vos conseils. Merci beaucoup, Sébastien Tremblay. Merci, Savita. Merci à Prompt. Un plaisir. Alors, maintenant, on a le temps pour vos questions. J'invite Ginny à nous conseiller. J'invite aussi peut-être nos speakers, nos conférenciers de répondre à nos questions. Savita, j'ai justement 3 belles questions qui nous ont été posées pendant… Super! Alors, je vais commencer par Mme France Beauchemin, qui nous demandait à qui appartient la propriété intellectuelle dans le cadre d'un projet collaboratif, université vis-à-vis entreprise. C'est souvent une des premières questions qu'on se fait poser avec les projets de R&D collaboratif. En fait, il y a une entente de partenariat qui est proposée par le centre de recherche aux entreprises. Prompt ne se mêle pas de ça de façon officielle. C'est vraiment l'entreprise qui va aller négocier l'entente de partenariat. Puis l'API aussi, la propriété intellectuelle, là, revient vers l'entreprise à la fin du projet. Je crois que Harold pourrait confirmer cette réponse. Oui, non, tout à fait. J'avais répondu en message direct en France. Oui, non. Nous, de notre côté, puis c'est peut-être du cas par cas, là, mais on a toujours gardé la propriété intellectuelle, puis c'est jamais été un enjeu, en tout cas pour nous. Mais effectivement, je confirme que c'est jamais vraiment un gros débat, en tout cas, ça n'a jamais été dans notre cas. Okay. Exact.
Alors, merci, Mme Beauchemin, pour cette question. Alors, je poursuis. Savita, tu m'arrêtes là, si on a moins de temps. Mais oui, c'est ça. Non, je poursuis avec Karem Chokmani. Karem, en fait, je suis un chercheur universitaire. Je crois que c'est l'INRS, si ma mémoire est bonne. Est-ce que je peux monter un projet PSO avec une entreprise dont je suis cofondateur ou actionnaire? En fait, il faut que vous choisissiez votre chapeau. Soit que vous êtes un chercheur dans le projet ou que vous êtes l'entreprise qui va participer au projet. Donc, vous ne pouvez pas être à la fois chercheur et avoir le chapeau de l'entreprise en même temps. Donc, et les entreprises doivent être aussi indépendamment, il faut que ce soit des co-actionnaires ou un PDG qui possède 2, 3 petites entreprises. Donc, il faut vraiment que ça soit là, séparé à ce niveau-là. Ça, c'était pour la question de Karen. Merci. Madame Carole Puma. Bonjour, Carole. Ça me fait plaisir que vous soyez là, de Innovation Canada. En fait, vous avez parlé de réalités différentes entre entreprises et chercheurs. Combien de temps un projet peut être mis en place? Projet PSO, c'est certain que ce n'est pas une demande de financement comme d'autres organismes. Ça prend quand même quelques semaines. On a une partie entreprise, des axes de recherche à mettre en place pour avoir un bon projet, s'entendre avec le chercheur, la fenêtre aussi de disponibilité des chercheurs. Les chercheurs, je vous dirais, font vraiment un gros effort pour accélérer le tout. Parce qu'une entreprise a une réalité qui est rapide, il doit se virer de bord vite pour être innovant, le marché va très évolue très rapidement, pardon. Donc, tout ça demande un certain temps avant de s'arrimer, mais ça peut prendre environ, vous savez, un mois peut-être, un bon projet de recherche là, quand tous les astres sont bien alignés. Donc, voilà. Je vais juste ajouter là-dessus que, admettons que le jour 0, le formulaire est prêt, tout le monde est content. Là, on a quand même eu une belle vitesse, entre autres pour Prompt AI. De notre côté, je pense qu'on a eu la réponse en moins de 3 semaines. En tout cas, je sais que c'était surprenamment très, très vite pour qu'on aille oui ou non. Là. Dans notre cas, c'était positif, mais bref, en tout cas, je salue que la rapidité là-dessus que Prompt a eu pour le Prompt AI en particulier. Là. Mais on essaie de vraiment pas qu'on essaie, mais on est là pour vraiment que tous les chercheurs, les entreprises, tout le monde se parle, puis on essaie de rendre ça tout fluide pour tout le monde. Donc, c'est assez... on essaie de faire de notre mieux que ça soit rapide pour tout le monde. J'ai une autre question. Ici, de Souleymane, excusez-moi si je brise votre nom, désolée. Est-ce qu'il y a des appels à projets en robotique? En fait, le PSO, comme je le mentionnais en début de webinaire, est ouvert à l'année. Donc, si vous avez un projet en robotique, vous pouvez le déposer là, en tout temps pour le PSO. Il y a des appels à projets chez Prompt au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple, des thématiques un petit peu plus précises. L'intelligence artificielle, on va en avoir en cybersécurité aussi, mais globalement, au niveau des technologies d'information, la robotique pourrait là, faire office d'un projet PSO, donc déposé en tout temps. Alors, Savita, c'est les questions que je vois présentement là, dans le Q&A, excuse-moi. J'en ai même reçu par courriel. Alors, j'étais sur 3 plateformes. Il y en a aussi dans le Zoom chat. Dans le Zoom, je vais aller voir. Il y a Benoît Cormier puis Salima, entre autres. Okay. Les étapes, merci, Harold. Salima, oui. Les étapes de réalisation de la recherche collaborative. En fait, je vais peut-être laisser Sébastien ou Richard répondre à cette question-là parce que c'est sûr que nous, on est moins impliqués dans les étape par étape dans la production telle quelle d'un projet. Peut-être, Richard? Bien, écoutez, ça commence par une discussion. Ça peut être initié d'un côté comme de l'autre. Ça peut être l'entreprise ou le chercheur. Donc, encore une fois, les activités de maillage jouent toujours un rôle important pour augmenter les probabilités de collision entre les académiques et l'industrie. Ensuite, il faut vraiment faire une bonne discussion assez tôt sur les besoins de l'entreprise et ce que le chercheur peut offrir et de s'entendre sur les attentes. Donc ça, c'est le secret, c'est la communication et c'est d'être honnête dans ce qu'on offre et d'être honnête dans ce qu'on attend.
Et ensuite, c'est de monter le projet. Donc, les stratégies de financement dont fait partie le PSO sont variées. Les programmes sont multiples. Donc, ça vaut la peine d'explorer tout ce qui est disponible. Justement, chez nous, pour accélérer le démarrage, là, il y a eu le commentaire plus tôt sur le temps de démarrage. On explore des scénarios actuellement où on optimise un peu le système, surtout au niveau de CRSNG, qui permet de considérer les contributions industrielles dans les effets leviers, mais avant le début du projet CRSNG. Donc, on a fait dans les dernières années des projets qui ont commencé quelques mois avant l'arrivée de l'argent de financement public en signant une entente de contrat. Donc, il est possible de démarrer les travaux rapidement. Ensuite, il faut définir le travail, les attentes et faire les demandes de financement. Mais je dirais, une étape qui est souvent négligée et qui est absolument primordiale dans la recherche collaborative, c'est l'exécution. Donc, de gérer le projet, de gérer les échéances, les attentes, les livrables. Et à ce moment-là, je pense que de s'inspirer des pratiques qui sont en vigueur du côté de l'industrie, c'est très utile pour les chercheurs académiques. La culture de chaque chercheur est différente, mais souvent, on a beaucoup de choses à apprendre sur la gestion de projets à multiples intervenants qui est utilisée en industrie. Et chez nous, on essaie de former nos gens sur ces bonnes pratiques-là pour que l'exécution se passe bien. Donc, c'est un peu les étapes que je pourrais résumer rapidement. Merci. Sébastien. Merci, Richard. Jenny, je vais juste vous interrompre. On a le temps pour une dernière question et on pourrait répondre aux autres questions par courriel. Parfait. Il y avait une question pour Harold, donc sur le chat de Alina. Je travaille comme RH dans une boîte informatique. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la fonction RH dans des organismes innovantes comme OVA. Comment pensez-vous que cette profession va changer dans la situation actuelle? C'est plus une question au niveau RH, moins technologique, quoique les technologies ont beaucoup d'influence actuellement sur nos façons de faire. OK, non, c'est une bonne question. Je connais une start-up qui s'appelle Erudi, A-I-R-U-D-I. Elle est passée par l'accélérateur de la Banque nationale HEC à Montréal. Puis, justement, ils sont en train de travailler sur... je comprends que la question, c'est dans le contexte de chez OVA, qui est une compagnie innovatrice, mais juste faire une parenthèse avec Erudi. Ils travaillent à rendre le processus RH facilité pour tout ce qui est donc des remerciements ou des engagements avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à regarder qui est intéressant. Je sais que c'est tout jeune comme start-up. Dans notre cas, donc la partie RH, vu que une start-up, c'est tout le temps en évolution, puis c'est tout le temps des gens super techniques qu'on va engager. Vu que c'est pas brick and mortar en bon français, c'est tout le temps, ça va tout le temps passer par moi, autant engagé ou malheureusement remercié, puis ou par ma directrice générale, parce qu'on veut toujours voir si c'est vraiment un joueur A ou une joueuse A, et non pas quelqu'un de B ou C ou D. Donc, à date, ça passe toujours par nous. On n'est pas encore rendu à un stade pour avoir, je pense, un département RH. Puis, ça nous permet d'avoir l'agilité nécessaire. Je pense que c'est à cause de notre taille. On poserait la même question à une compagnie innovante que 100 personnes. Ils vont avoir, ou 50 personnes, ou 40 personnes vont avoir un département en bonne et due forme ou une personne pour ça. Mais on n'est pas là chez OVA dans ce stade-là. Donc, puis je sais que Oculus, dernier point, Oculus de Facebook, c'était le cofondateur de la boîte jusqu'à plusieurs personnes qui passaient tout le monde en entrevue, à tel point qu'il a décidé de se retirer comme CEO d'Oculus, Brendan Arib, à cause qu'il lui prenait trop de temps et qu'il est en train de dire que je deviens fou à passer trop de gens en entrevue, je ne peux plus travailler sur mes projets. Bref, c'est encore, je pense, un truc de discussion, même à travers les grosses entreprises comme Facebook, Oculus. Mm-hmm. Merci, Harold, pour cette réponse. On est en train de terminer le webinaire. Donc, j'aimerais remercier Jenny, Harold, Richard et Sébastien pour leurs interventions et pour les questions. Et j'aimerais maintenant donner le dernier mot à la fin à Marie-Claude, notre vice-présidente développement des affaires, qui en profitera également pour vous présenter quelques nouvelles. Marie-Claude.
Très belle musique. Bon, encore merci à tous. C'est quand même intéressant de voir la dynamique ici, de voir les backgrounds choisis par nos conférenciers. Ça donne déjà le ton. Hein? Entrepreneur, un background particulier, innovant, chercheur, un background un petit peu plus intellectuel, si on veut, avec des bibliothèques. Et bien, chez Prompt, on a des backgrounds un petit peu plus maison. Donc, merci à tous. Je retiens plein de choses. Je retiens d'abord que la collaboration est extrêmement importante. L'alignement des objectifs est extrêmement important. Je remercie les conférenciers et j'en suis très fière de confirmer que ce qu'on veut faire chez Prompt, on le réalise à tout le moins avec vous, c'est-à-dire vous accompagner. Notre mandat, ce n'est pas simplement de gérer des formulaires et de gérer des fonds, mais c'est vraiment de tout faire pour s'assurer que vos projets soient bien déposés et qu'il y ait un niveau de qualité élevé pour s'assurer que les comités d'évaluation les choisissent et que vous receviez vos financements. J'ai quelques nouvelles dans les prochaines slides à présenter. En cours, il y a un programme extrêmement intéressant, collaboration à ce niveau-ci international. L'UT veut travailler avec les chercheurs québécois dans le domaine du quantique. Alors, il y a un lien ici qui sera disponible dans la présentation. Nous, on arrive. Alors, il y a une possibilité d'aller chercher des fonds CRSNG de 400 000 pour les chercheurs et un montant équivalent chez Prompt, donc des projets de 100 000 $. La prochaine page montre également un programme en cours en cybersécurité chez Prompt. Il y a une date de fermeture qui est le 17 juin. C'est donc la fin, le 17 juin. Il y en aura une possibilité de déposer durant l'été également. Ça finance directement l'entreprise. Et il y aura un comité de sélection un peu après le 17 juin. Il reste que 15 projets. Après, il n'y a plus de fonds à ce fonds. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous rapidement. La prochaine slide montre quelque chose d'intéressant. Si vous avez, vous, à la maison, des jeunes ados, il y a le webinaire des villes intelligentes. Et ici, c'est les jeunes ados, des futurs génies du mur, des futurs professeurs Arès, des futurs professeurs Tremblay. À l'adolescence en ce moment, qui bouillonnent un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans les sorties. Des choses intéressantes à faire, c'est les camps techniques. C'est des camps qui existent depuis un bout. Jimmy a été très impliqué. On a une liane nationale chez nous qui mène ça à bout de bord avec des étudiants, je pense qu'il y a 4-5 étudiants à temps plein qui travaillent avec nous. Bien sûr, ces camps devaient être en présentiel, ça sera en virtuel, mais une belle organisation. Allez voir sur notre site, tout est bien montré. Il y aura bien sûr des projets à monter pour nos jeunes futurs génies ou futurs scientifiques. Des projets à monter, mais aussi des visites virtuelles de vos entreprises. Alors, si vous êtes une entreprise qui est intéressée à montrer votre innovation à nos jeunes futurs génies, contactez-nous. L'adresse pour nous contacter, c'est ici. Si vous avez des jeunes qui sont intéressés à innover déjà, inscrivez-les. Un prix vraiment abordable, extraordinaire, mais surtout, s'il vous plaît, propulsez ces camps techno autour, dans vos environnements, sur vos sites, dans vos collaborateurs. Et contactez-nous sur l'adresse qui est ici. Vous êtes intéressé à ce qu'on vous accompagne pour faire des projets innovants en collaboration, entreprises, chercheurs, universités, CCTT. Ça m'a fait un grand plaisir de recevoir nos conférenciers aujourd'hui, d'entendre notre Ginny, championne du programme PSE, et Savita, qui vous accompagnera généralement, c'est celle qui accompagne les projets PSE au sein de Prompt. Je vous dis à la prochaine. Merci. Bonne journée.